Éteignez les machines, votre fille va sortir du coma, cria la jeune fille noire sans abri, en faisant irruption dans la chambre d'hôpital. Des éclats de verre provenant de la fenêtre qu'elle avait brisée pour entrer jonchaient le sol impeccable. La fillette d'environ 12 ans était sale, pieds nus et vêtue de haillons, mais ses yeux brillaient d'une détermination qui fit se figer tout le monde dans la pièce. Elle désigna directement le lit où une fillette blonde du même âge gisait inconsciente, entourée de machines qui bipaient sans cesse. Retirez-lui ces tubes immédiatement. Ils la maintiennent endormie exprès. Richard Whitman, l'un des hommes les plus riches de la ville, bondit de sa chaise à côté du lit de sa fille Emma. Ses yeux rougis par les larmes s'écarquillèrent de stupeur. « Mais qui êtes-vous ? » ?»« Sécurité. »« S'il vous plaît, monsieur, écoutez-moi, » supplia la jeune fille, esquivant 2 agents de sécurité qui couraient vers elle. « Je m'appelle Keisha. Emma est mon amie. Elle n'a pas besoin de ces machines. C'est pour ça qu'elle ne se réveille pas. » La femme élégante aux cheveux platines à côté de Richard, Victoria, sa deuxième épouse, poussa un cri hystérique. « Sortez immédiatement cette sale gamine d'ici. » Le docteur Patterson, médecin privé de la famille depuis des années, s'avança pour protéger les machines. « Ne touchez pas à ma patiente. Cette fille est clairement perturbée. Les machines sont la seule chose qui maintient Emma en vie. » Keisha n'avait que 12 ans, mais elle avait déjà vu suffisamment de choses dans la rue pour reconnaître les mensonges quand elle les entendait. Elle avait grandi seule depuis l'âge de 8 ans, lorsque sa grand-mère était décédée, survivant grâce à de petits boulots et à la gentillesse d'étrangers. Sa seule véritable joie avait été son amitié secrète avec Emma, qu'elle avait rencontrée quelques mois auparavant lorsque son vieux ballon était tombé dans le jardin du manoir des Whitman. « Monsieur Whitman, s'il vous plaît. » Keisha se débattit contre les gardes qui tentaient de la saisir. « Emma m'a parlé des histoires que vous lui lisiez. De la sirène qui sauvait les navires perdus. Elle m'a dit que vous terminiez toujours en disant que le véritable amour pouvait briser n'importe quel sort. » Richard s'arrêta, le sang se retirant de son visage. Comment cet enfant des rues connaissait-elle des détails aussi intimes sur sa fille? « Monsieur, il l'empoisonne, » cria Keisha alors qu'on la traînait dehors. « Madame Victoria et le docteur Patterson. Je les ai entendus comploter. Éteignez les machines et Emma se réveillera. »« C'est de la folie, » grogna le docteur Patterson, mais ses mains tremblaient légèrement. « Richard, n'écoutez pas cet enfant. Emma souffre d'une maladie sanguine rare. Sans les appareils, elle mourra. »« Exactement, » ajouta rapidement Victoria, « les enfants des rues inventent n'importe quelle histoire pour de l'argent. » La porte se referma brusquement, coupant court aux cris désespérés de Keisha. Le couloir était silencieux, à l'exception du bruit des machines qui maintenaient Emma dans un sommeil profond et artificiel. Richard resta immobile, tenant la main froide de sa fille. Son esprit tournait à toute vitesse. Comment cette fille connaissait-elle les histoires de la sirène? Il s'agissait de souvenirs privés, de moments intimes entre un père et sa fille que personne d'autre ne connaissait. Victoria murmura au docteur Patterson avec un sourire glacial. La petite fille est partie. Emma continuera à dormir pour toujours, exactement comme nous l'avions prévu. Il ne savait pas que Keisha n'avait pas abandonné. Dans la rue, elle avait appris que parfois, il fallait enfreindre certaines règles pour sauver les personnes qu'on aimait. Et Emma était la seule famille réelle qu'elle ait jamais connue. Qu'avait découvert cette enfant courageuse au sujet du complot mortel qui entourait la fille du millionnaire? Pourquoi Victoria et le médecin de confiance voulaient-ils maintenir Emma dans le coma? Et comment une fille sans abri avait-elle pu nouer une amitié aussi profonde avec l'héritière d'une fortune? Si cette histoire d'amitié improbable et de courage contre toute attente vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple fille des rues était sur le point de révéler des secrets que les puissants étaient prêts à tout pour garder cachés. 3 mois plus tôt, Keisha avait trouvé Emma en pleurs dans le jardin derrière le manoir Whitman. La jeune fille blonde était assise seule sur une balançoire, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle regardait les autres enfants jouer dans la rue à travers le portail en fer forgé. « Pourquoi es-tu triste ?» avait demandé Keisha, apparaissant de nulle part après avoir escaladé le mur pour récupérer une boîte de conserve qu'elle utilisait comme ballon de football. Emma avait d'abord été effrayée, mais quelque chose dans la gentillesse sincère des yeux de Keisha l'avait poussée à répondre « Je suis malade. J'ai une maladie du sang et je ne peux pas jouer avec les autres enfants. » Une amitié secrète était née. Chaque jour, lorsque Victoria sortait pour ses activités sociales et que Richard était au travail, Keisha escaladait le mur. Elles discutaient pendant des heures, partageant leurs histoires, leurs rêves et leurs peurs. Emma apprenait à Keisha à mieux lire à l'aide de ses livres pour enfants, tandis que Keisha racontait des aventures de la rue qui faisaient rire Emma pour la première fois depuis des mois. De retour dans le présent, Victoria marchait dans le couloir de l'hôpital avec le docteur Patterson, ses talons résonnant de façon menaçante sur le sol poli. « Cet enfant en sait trop.
murmura-t-elle en regardant nerveusement de chaque côté. Calme-toi, Victoria. Qui croira une mendiante? Le docteur Patterson ajusta sa blouse, mais ses mains tremblaient légèrement. Nous sommes respectés. Elle n'est rien. Vous ne comprenez pas, siffla Victoria. Elle connaît des détails que seule Emma aurait pu lui raconter. À propos des histoires que Richard lit, à propos de conversations privées. Cela signifie qu'elles se sont rencontrées d'une manière ou d'une autre. Le docteur Patterson s'arrêta brusquement. Impossible. Emma peut à peine sortir du lit depuis des mois. Alors comment l'expliquez-vous? La voix de Victoria monta dangereusement. Comment une enfant des rues connaît-elle notre vie familiale? Dans la chambre, Richard restait aux côtés d'Emma, l'esprit en ébullition. Les paroles de Keisha résonnaient sans cesse dans sa tête. Il l'empoisonne. Comment une accusation aussi grave pouvait-elle venir d'une enfant qui connaissait manifestement sa fille de près? Il commença à se souvenir de petits détails étranges des derniers mois. Victoria qui insistait toujours pour donner les médicaments elle-même. Le docteur Patterson qui changeait constamment le traitement, chaque nouveau médicament affaiblissant Emma davantage. Les visites médicales qui avaient toujours lieu lorsqu'il était au travail. Monsieur Whitman. Une infirmière entra discrètement. Désolé de vous interrompre, mais la sécurité a trouvé ceci dans le jardin de l'hôpital. Elle lui tendit un petit cahier taché. Richard l'ouvrit et reconnut immédiatement l'écriture soignée d'Emma sur la première page. Mon journal secret avec Keisha. Ses mains tremblèrent lorsqu'il lut les entrées. 15 mars. Keisha m'a appris à faire des bracelets avec de vieilles ficelles aujourd'hui. Elle est très intelligente, même si elle ne va pas à l'école. 20 mars. J'ai parlé à Keisha de la maladie. Elle a dit que quand elle serait grande, elle serait médecin pour soigner les enfants comme moi. 5 avril. Keisha a remarqué que je suis plus fatigué après que Victoria m'ait donné les médicaments violets. Elle m'a demandé si je pouvais demander à papa de voir les médicaments. 12 avril. Keisha a entendu Victoria parler au téléphone des « accélérer le processus ». Je ne sais pas ce que cela signifie, mais Keisha s'est inquiétée. Richard sentit son sang se glacer. Emma avait documenté des mois d'amitié avec Keisha, mais plus que cela, elle avait consigné des observations troublantes sur son propre traitement médical. Pendant ce temps, Keisha s'était cachée dans le sous-sol de l'hôpital, un endroit qu'elle connaissait bien pour s'y être réfugiée à plusieurs reprises lors de tempêtes. Elle n'était pas seulement une enfant des rues survivant au hasard, c'était une observatrice née, quelqu'un qui avait appris à remarquer les schémas et les incohérences pour rester en vie. Au cours de ses visites à Emma, Keisha avait remarqué des choses que les adultes ignoraient. Comme le fait qu'Emma allait toujours plus mal après certaines visites médicales. Comme le fait que Victoria insistait pour être présente pendant tous les traitements. Comme le fait que le docteur Patterson évitait de répondre aux questions directes sur les médicaments. La veille, elle avait suivi Victoria jusqu'à un rendez-vous dans un café éloigné. Cachée derrière un pilier, Keisha avait entendu toute la conversation entre Victoria et le docteur Patterson au sujet des « augmenter la dose » et de s'assurer que Richard signe les papiers de l'héritage avant qu'il ne soit trop tard. À présent, assise dans l'obscurité du sous-sol de l'hôpital, Keisha élaborait son plan. Elle avait grandi invisible aux yeux du monde des adultes, ce qui était devenu son plus grand atout. Il la sous-estimait complètement, ne voyant en elle qu'une enfant sale et insignifiante. Mais Keisha avait appris quelque chose de fondamental dans la rue. Les personnes puissantes commettent toujours la même erreur, elles croient qu'elles sont intouchables. Victoria et le docteur Patterson n'avaient aucune idée que chaque conversation privée, chaque document laissé sans surveillance, chaque moment d'arrogance avait été observé par des yeux qu'ils considéraient comme insignifiants. Elle sortit un vieux téléphone portable de sa poche, un appareil qu'elle avait trouvé après avoir été témoin d'un vol et suivi le voleur jusqu'à ce qu'elle le récupère. Pendant des semaines, elle avait utilisé ce téléphone pour enregistrer des conversations suspectes, photographier des documents médicaux lorsque le docteur Patterson les laissait sur la table et documenter chaque mouvement étrange de Victoria. Ce que ces adultes privilégiés ne réalisaient pas, c'est que chaque acte de mépris, chaque moment de cruauté fortuite, chaque mot prononcé comme si elle était sourde et stupide, avait été soigneusement enregistré par un esprit plus vif qu'il ne pouvait l'imaginer. Keisha sourit pour la première fois depuis des jours en vérifiant les enregistrements sur son téléphone. Elle avait suffisamment de preuves pour détruire le complot, mais il lui fallait quelque chose de plus. Elle avait besoin que Richard Whitman la croie avant qu'il ne soit trop tard pour Emma. Pendant un instant, lorsque les gardes de sécurité l'avaient traînée hors de la pièce, tous avaient pensé avoir réduit au silence une autre voix insignifiante en marge de la société, une autre enfant à problème, qui avait osé perturber l'ordre établi. Mais ceux qui connaissent vraiment le pouvoir né du désespoir savent qu'il grandit précisément dans l'obscurité, nourri par l'injustice même qui tente de le réprimer. Richard referma le journal d'Emma, les mains tremblantes,
ses derniers doutes s'évanouissant comme de la fumée. Les mots de sa fille étaient trop clairs, trop détaillés pour être inventés. Keisha n'était pas une intruse, c'était la meilleure amie qu'Emma ait jamais eue. Dans le sous-sol de l'hôpital, Keisha n'avait pas perdu de temps à se lamenter. Elle avait appris dans la rue que pleurer ne résout pas les problèmes, mais que l'action, oui. Elle vérifia à nouveau les enregistrements sur l'ancien téléphone portable, organisant mentalement l'épreuve comme un avocat préparant un dossier. Enregistrement 1. Victoria au téléphone, 28 octobre, il faut accélérer, Marcus. Richard commence à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles Emma ne va pas mieux. Enregistrement 2. Dr Patterson répondant, même date, je vais tripler la dose de sédatif. Dans une semaine, elle sera dans un coma irréversible. Enregistrement 3. Victoria riant cruellement, 2 novembre, parfait. 15 millions en héritage et en assurance vie. Plus que suffisant pour notre nouvelle vie à l'étranger. Keisha avait tout documenté avec la précision de quelqu'un qui a grandi en sachant que sa parole valait moins que celle de n'importe quel adulte bien habillé. Chaque conversation, chaque document laissé négligemment sur les tables, chaque moment d'arrogance avait été capturé par des yeux qu'il considérait comme inexistants. Mais les preuves seules ne suffisaient pas. Keisha avait besoin d'un allié, quelqu'un que Richard respectait et en qui il avait confiance. C'est alors qu'elle se souvint de Jennifer Walsh, l'infirmière en chef qui s'occupait d'Emma depuis des mois. Jennifer était différente des autres employés. Keisha avait remarqué que cette femme de 45 ans vérifiait toujours 2 fois les médicaments, posait des questions techniques auxquelles le docteur Patterson évitait de répondre, et que son visage se crispait d'inquiétude chaque fois que Victoria insistait pour administrer des vitamines spéciales à Emma. Le lendemain matin, Keisha attendit que Jennifer sorte sur le parking pendant sa pause. L'infirmière faillit crier en voyant la jeune fille émerger de derrière une voiture. « C'est toi qui es entrée dans la chambre d'Emma hier », dit Jennifer en la reconnaissant immédiatement. « Madame Jennifer, ne criez pas, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. » Keisha garda les mains levées, montrant qu'elle ne représentait aucune menace. « Emma est en train d'être empoisonnée et je peux le prouver. » Jennifer s'arrêta, son expression passant de la surprise au scepticisme, puis à quelque chose de dangereusement proche de la curiosité. « C'est une accusation très grave, enfant. »« Je sais. C'est pour ça que j'ai apporté ça. » Keisha montra son téléphone portable et lança la première enregistrement. Le visage de Jennifer pâlit progressivement à mesure qu'elle écoutait. En tant qu'infirmière depuis 2 décennies, elle connaissait les signes d'un empoisonnement médicamenteux, mais elle n'avait jamais pu prouver ses soupçons. « Mon Dieu !» murmura Jennifer lorsque l'enregistrement prit fin. « Je savais que quelque chose n'allait pas. » Les symptômes d'Emma ne correspondaient pas à ceux de l'anémie aplasique, mais le docteur Patterson avait toujours des explications. « Parce qu'il mentait, » dit Keisha fermement. « Ils ont tout planifié. Et maintenant, Emma est en train de mourir à cause de leur cupidité. » Jennifer regarda la jeune fille dans les yeux et y vit quelque chose qui la bouleversa profondément. Non pas du désespoir ou de la peur, mais une détermination pure. « De quoi as-tu besoin de ma part ?» L'accès aux véritables résultats des analyses sanguines d'Emma. Ceux que le docteur Patterson a cachés à M. Richard. Jennifer hésita une seconde. En 20 ans de carrière, elle avait vu beaucoup d'injustices, mais jamais rien d'aussi monstrueux qu'un médecin empoisonnant délibérément un enfant. « Retrouvez-moi à la pharmacie de l'hôpital à 11 heures. » Apportez ces enregistrements. Pendant ce temps, Victoria arpentait les couloirs de l'hôpital comme si elle en était la propriétaire. Elle avait passé la nuit à faire des recherches sur Keisha, découvrant qu'elle était officiellement inexistante. Pas de dossier scolaire, pas de famille connue, pas d'adresse fixe. « Parfait », murmura-t-elle au téléphone avec le docteur Patterson. « Qui croira une vagabonde sans famille contre nous? Elle n'a même pas de papier. »« Je suis toujours inquiet, » répondit-il d'une voix tendue à l'autre bout du fil. Comment connaissait-elle les histoires de sirènes? Richard était perturbé. « Richard est un idiot sentimental, » répondit froidement Victoria. « Dans 48 heures, Emma sera morte et je serai la veuve riche qui pleure à l'enterrement. Cette fille disparaîtra dans les rues, où est sa place? » Ce que Victoria ignorait, c'est que Keisha avait piraté le système de communication interne de l'hôpital, une compétence qu'elle avait développée au cours des mois passés à explorer le bâtiment. Chaque appel, chaque message entre Victoria et le docteur Patterson était intercepté et enregistré. À 11 heures pile, Jennifer retrouva Keisha à la pharmacie. L'infirmière avait apporté un volumineux dossier contenant des documents qui retournèrent l'estomac de Keisha. « Ce sont les véritables résultats des examens d'Emma au cours des 6 derniers mois, » expliqua Jennifer, les mains tremblantes de colère. « Regardez ici, des taux extrêmement élevés de benzodiazépine et de barbiturique dans le sang.
Des médicaments qui ne figurent sur aucune ordonnance officielle. Et cela signifie qu'elle est systématiquement droguée et empoisonnée. Son corps lutte contre des doses massives de médicaments psychotropes déguisés en vitamines. Jennifer désigna des graphiques qui montraient une détérioration artificielle. Une enfant de 12 ans en bonne santé, plongée dans un coma artificiel. Keisha photographia chaque document, chaque graphique, chaque élément de preuve. Mais Jennifer en avait d'autres. J'ai également découvert ceci, dit l'infirmière en montrant des relevés bancaires qu'elle avait discrètement imprimés. Le docteur Patterson a reçu 3 virements de 50 000 $ provenant d'un compte offshore enregistré au nom de Victoria au cours des 2 derniers mois. Keisha sourit pour la première fois depuis des jours. Elle avait désormais tout, les enregistrements des conversations, les preuves médicales des drogues illégales et les registres financiers prouvant le complot. Madame Jennifer, j'ai besoin d'une dernière chose. L'accès à la chambre d'Emma à 15 heures, lorsque Victoria sera en réunion avec les avocats chargés de l'héritage. Que comptez-vous faire? Prouver à Monsieur Richard que sa fille peut se réveiller quand on arrête de l'empoisonner. Jennifer regarda la jeune fille de 12 ans organiser les preuves comme une détective expérimentée et prit une décision qui allait tout changer. Tu auras 20 minutes. Après cela, je ne pourrai plus te protéger. 20 minutes, c'est tout ce dont j'ai besoin pour réveiller Emma et détruire un mensonge vieux de 6 mois. Cet après-midi-là, Victoria se rendait avec confiance à la réunion avec les avocats, planifiant déjà comment elle investirait les millions de Richard après la perte tragique d'Emma. Le docteur Patterson ajustait la dose finale de sédatifs qui plongerait Emma dans un coma irréversible. Aucun d'eux ne se doutait qu'une fille des rues avait transformé leur arrogance en preuve, leur cruauté en crime documenté et leur certitude d'impunité en leur propre condamnation à la destruction. Keisha regarda sa montre, 14h55. Dans 5 minutes, l'opération qui sauverait Emma et exposerait l'un des complots les plus sordides que cet hôpital ait jamais connu allait commencer. Pendant un instant, elle prit une profonde inspiration, sentant le poids de tout ce qu'elle avait découvert et planifié. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Une enveloppe avait été glissée sous la porte de la pharmacie. À l'intérieur, une seule ligne est tapée à la machine. Nous savons qui vous êtes et où vous dormez. Disparaissez ou Emma mourra cette nuit, sans aucun doute. Ce que ces adultes privilégiés ne comprenaient pas, c'est que chaque menace ne faisait que confirmer le désespoir de ceux qui savent qu'ils ont été découverts. Keisha plia soigneusement la menace et la glissa dans sa poche. Une preuve de plus pour la collection qui était sur le point de détruire 2 vies construites sur des mensonges, la cupidité et la sous-estimation fatale d'une enfant qu'il jugeait trop invisible pour avoir de l'importance. À 15 heures pile, Keisha et Jennifer entrèrent dans la chambre d'Emma. Richard se tenait à côté du lit, tenant la main froide de sa fille, lorsque Jennifer murmura « Monsieur Whitman, vous devez voir ça. » Qu'est-ce que c'est? Richard regarda d'un air perplexe le téléphone portable que Keisha lui tendait. La vérité, répondit simplement Keisha en appuyant sur play. La voix de Victoria résonna clairement dans la chambre. Il faut accélérer, Marcus. Richard commence à se poser des questions sur les raisons pour lesquelles Emma ne va pas mieux. Richard sentit le monde s'écrouler. C'est la voix de Victoria. Écoutez tout, dit Keisha d'un ton ferme, passant à la 2e enregistrement. Le docteur Patterson répondit « Je vais tripler la dose de sédatif. Dans 1 semaine, elle sera dans un coma irréversible. » Les mains de Richard se mirent à trembler violemment. « Mon Dieu, ce n'est pas possible. » « Il y a plus, » dit Jennifer gentiment, montrant les examens médicaux. Des niveaux extrêmement élevés de benzodiazépine et de barbiturique dans le sang d'Emma. Des médicaments qui ne figurent dans aucune ordonnance officielle que vous avez autorisée. Keisha montra les relevés bancaires. Et voici les virements. Le docteur Patterson a reçu 150 000 $ d'un compte offshore au nom de Victoria au cours des 2 derniers mois. Richard examina chaque document, chaque élément de preuve, son expression passant du choc à la compréhension, puis à une colère froide qui fit reculer Keisha d'un pas. « Ils empoisonnent ma fille », murmura-t-il, puis il cria « ILS, tu es ma fille. » Monsieur Whitman, Keisha lui saisit doucement le bras. « Nous pouvons la sauver maintenant. Mais il faut éteindre les machines avant que le docteur Patterson ne revienne avec la dernière dose. Et si vous vous trompez? Et si les machines la maintenaient vraiment en vie? » Jennifer s'approcha du lit. « Monsieur Whitman, en tant qu'infirmière depuis 20 ans, je peux vous garantir que ces machines ne traitent pas l'anémie aplasique. Elles administrent des sédatifs qui maintiennent Emma dans un état d'inconscience. Comment une enfant de 12 ans a-t-elle découvert tout cela alors que moi, avec toutes mes ressources, je n'ai pas réussi à le faire ?» demanda Richard en regardant Keisha avec un mélange d'admiration et de honte. « Parce qu'il me considérait comme invisible,
répondit Keïcha. Personne ne se soucie de ce qu'une fille des rues voit ou entend. Cela m'a donné accès à des conversations et à des documents qu'il n'aurait jamais protégés devant moi. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement. Victoria entra précipitamment, suivie du docteur Patterson qui tenait une grosse seringue. « Richard, chérie, j'ai quitté précipitamment la réunion des avocats quand j'ai appris que… » Victoria s'arrêta brusquement en voyant Keïcha et Jennifer dans la chambre. « Que fait cet enfant ici? Et pourquoi as-tu les dossiers médicaux privés ?» Le docteur Patterson tenta de s'approcher de la perfusion, mais Richard lui barra le chemin. « Ne t'approche pas de ma fille. »« Richard, tu es irrationnel, » dit le docteur Patterson, la voix commençant à défaillir. « Emma a besoin de ce médicament pour… » « Pourquoi, Marcus ?» Richard saisit le téléphone portable de Keïcha et appuya sur « Play ». La voix du docteur Patterson résonna dans la chambre. « Je vais tripler la dose de sédatif. Dans une semaine, elle sera dans un coma irréversible. » Le visage du docteur Patterson devint blanc comme un linge. Victoria tenta de courir vers la porte, mais Jennifer lui barra le chemin. 15 millions en héritage et en assurance vie. Plus qu'il n'en faut pour notre nouvelle vie à l'étranger, continua l'enregistrement, avec la voix de Victoria riant cruellement. « Vous aviez l'intention de tuer ma fille, » murmura Richard, la voix brisée. « Pour l'argent. » Victoria tenta de retrouver son sang-froid. « Richard, ces enregistrements peuvent être faux, montés. Tu vas croire une fille des rues qui n'a même pas de papier ? » « Il va croire ça, » dit Jennifer en montrant les relevés bancaires. « Des virements de ton compte offshore vers le docteur Patterson. 50 000 $ par mois depuis 3 mois. » Le docteur Patterson s'effondra sur une chaise, la seringue tombant de ses mains tremblantes. « Richard, nous, la situation financière était difficile et… Vous étiez en train de tuer un enfant. » explosa Richard, sa voix résonnant dans le couloir. « Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin, » murmura le docteur Patterson, enfouissant son visage dans ses mains. Victoria a dit qu'Emma était atteinte d'une maladie incurable, que nous ne faisions qu'accélérer l'inévitable. « Tais-toi » siffla Victoria, réalisant qu'il était en train de tout avouer. Keïcha profita du chaos pour commencer à éteindre les machines une par une. « Monsieur Richard, aidez-moi. Nous devons arrêter le poison maintenant. »« Que faites-vous » cria Victoria en essayant d'atteindre les machines. « Vous allez la tuer. » Richard retint Victoria par les bras, l'empêchant d'intervenir. « La seule personne qui essaie de tuer ma fille, c'est vous. » Une à une, les machines furent débranchées. La pièce devint effroyablement silencieuse. Seul le bruit de la respiration naturelle d'Emma remplissait l'espace. « Combien de temps cela va-t-il prendre » demanda Richard avec anxiété. « Cela dépend de la quantité de poison qui reste dans son organisme, » répondit Jennifer en vérifiant le pouls d'Emma. « Mais si Keïcha a raison… » 3 minutes s'écoulèrent. 4. Victoria rit amèrement. « Vous voyez ? Vous venez de la tuer. Félicitations. » C'est à la 5e minute qu'Emma bougea les doigts. « Papa !» La voix d'Emma était faible, mais indéniablement réelle. Richard tomba à genoux à côté du lit, les larmes coulant sur son visage. « Emma, ma fille, tu te réveilles. » Les yeux d'Emma s'ouvrirent lentement, se focalisant d'abord sur son père, puis sur Keïcha. « Keïcha, comment es-tu arrivée ici ?»« Je suis venu te chercher, comme promis, » répondit Keïcha en souriant, les larmes coulant librement sur ses joues. Victoria regardait avec horreur sa victime s'asseoir dans son lit, se remettant clairement rapidement maintenant que le flux constant de sédatifs avait cessé. « Je me sens différente, » dit Emma en se touchant la tête. « Moins confuse. C'est comme si j'avais dormi pendant des mois. »« C'est le cas, » expliqua gentiment Jennifer. « Mais maintenant, tu vas bien. » Le docteur Patterson tenta de quitter discrètement la chambre, mais Richard le retint par sa blouse. « Vous n'irez nulle part. Jennifer, appelez la police. Tout de suite. »« Richard, je t'en prie, » supplia Victoria, toute son arrogance ayant disparu. « Nous pouvons régler cela en famille. Pense au scandale. »« Vous avez essayé de tuer ma fille, » dit Richard froidement. « La seule chose à laquelle je pense, c'est comment vous allez passer le reste de votre vie en prison. » Emma regarda Victoria et le docteur Patterson d'un air perplexe. « Ils ont vraiment essayé de me faire du mal ? Pourquoi ?» Keïcha prit la main d'Emma. « Parce que certaines personnes pensent que l'argent est plus important que la vie. Mais elles se sont trompées sur un point. » « Lequel ?» Elles pensaient que personne ne prêtait suffisamment attention pour les arrêter. Victoria regarda Keïcha avec une haine pure. « Une enfant des rues a tout gâché. Comment est-ce possible ? »
Parce que vous m'avez sous-estimé, répondit calmement Keisha. Vous pensiez que parce que je n'avais pas de maison, pas de famille, pas de papier, je n'avais aucune importance. Mais j'ai de l'importance. Et Emma a de l'importance. Et la vérité a toujours plus d'importance que l'argent. Le bruit des sirènes de police résonnait à l'extérieur. Jennifer avait appelé pendant la confrontation, et maintenant la justice était littéralement en route. Le docteur Patterson regarda les preuves éparpillées sur la table. Les enregistrements, les documents médicaux, les relevés bancaires, et comprit qu'il n'y avait pas d'issue. 20 ans de réputation médicale détruits par la cupidité et l'arrogance. Victoria tenta un dernier coup désespéré. « Richard, réfléchis bien. Sans moi, tu vas élever Emma tout seul. Avec mon aide, nous pouvons. Avec ton aide. » Richard rit amèrement. « Tu as failli tuer la seule personne au monde que j'aime. Et tu pensais que je ne le découvrirais jamais. » Deux policiers entrèrent dans la chambre et évaluèrent immédiatement la situation. Jennifer expliqua rapidement ce qui s'était passé et leur montra les preuves. « Victoria Whitman et Dr Marcus Patterson, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre, complot et fraude, » annonça le policier le plus âgé en sortant ses menottes. Lorsque les menottes se refermèrent sur les poignets de Victoria, elle regarda Keisha une dernière fois. Comment une enfant a-t-elle réussi à faire ça? Keisha sourit, non pas avec cruauté, mais avec la satisfaction tranquille de quelqu'un qui sait avoir fait ce qu'il fallait. Parce que j'ai appris dans la rue quelque chose que vous n'avez jamais compris. Quand on tient vraiment à quelqu'un, aucun obstacle n'est trop grand pour être surmonté. Alors que Victoria et le docteur Patterson étaient emmenés, Emma serra la main de Keisha. « Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la mienne en premier, » répondit Keisha. « Tu m'as donné une famille alors que je n'avais personne. » Richard serra les deux filles dans ses bras, comprenant enfin que sa véritable famille était juste là, devant lui. Mais alors qu'il célébrait la justice rendue et la vie sauvée, une question subsistait. Comment deux personnes qui avaient juré de protéger Emma, une épouse et un médecin de confiance, étaient-elles devenues ses plus grands prédateurs? Et comment une fille que le monde considérait comme invisible était-elle devenue la seule personne assez courageuse pour révéler la vérité alors que tous les adultes avaient échoué à protéger une enfant innocente? 6 mois plus tard, Keisha marchait dans les couloirs de l'école privée où Richard l'avait inscrite, ses nouveaux camarades la saluant chaleureusement. La « fille des rues » était désormais connue comme l'héroïne qui avait sauvé Emma Whitman, son histoire inspirant des documentaires et des reportages nationaux. Richard avait non seulement adopté Keisha légalement, mais il avait également créé la fondation Keisha Emma pour les enfants en situation de vulnérabilité, avec un budget annuel de 5 millions de dollars. Emma, complètement rétablie, étudiait aux côtés de sa nouvelle sœur, toutes deux inséparables. Victoria purgeait une peine de 25 ans dans une prison d'État, où elle découvrit que le prestige social n'existait pas derrière les barreaux. Le docteur Patterson, dont le permis d'exercer avait été révoqué à titre définitif, travaillait comme assistant dans une pharmacie, sa réputation étant à jamais détruite. « Je me demande parfois s'ils ont des regrets », commenta Emma alors qu'elle jouait dans le jardin qui avait autrefois été le théâtre de leur amitié secrète. « Leurs regrets n'ont pas d'importance, » répondit Keisha en regardant le coucher du soleil. « Ce qui importe, c'est que nous avons appris quelque chose. La véritable force ne vient pas de l'argent ou de la position sociale, mais du fait de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. » Richard rentra du travail et trouva ses deux filles en train de rire ensemble, son cœur débordant de gratitude. La petite fille que tout le monde considérait comme invisible était devenue la lumière la plus brillante de leur vie. Victoria et le docteur Patterson ont tenté de détruire une enfant innocente, mais ils ont fini par se détruire eux-mêmes. Keisha a appris que la véritable vengeance n'est pas de rendre l'appareil pour le mal subi, mais d'atteindre un succès que ses ennemis n'auraient jamais pu imaginer. Si cette histoire de courage et de justice vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui prouvent que vos origines ne déterminent pas la grandeur de votre destin.